BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et on continue à parcourir les propositions justement qui vous sont faites par l'industrie patrimoniale pour finalement pimenter vos placements après le PEP. Place à l'assurance vie et au contrat de capi. Pour en parler, pour arbitrer ce match, Benoît Lombard est en plateau avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam. Match donc entre l'assurance vie et les contrats de capi. Petit rappel de barème, on pose les deux fiches d'identité, qu'est-ce que l'un, qu'est-ce que l'autre? Alors pourquoi un match? Parce que ce sont deux produits promus par les assureurs. Donc l'un qui est l'assurance vie, l'autre qui est effectivement le contrat de capitalisation. Juste petit rappel, 148 milliards de collecte brute en 2013, selon les données de la FFSA, et 21 milliards de collecte nette. Donc, parce qu'il y a des rachats, les produits sont à maturité. Donc, le principe de base sur lequel reposent ces deux contrats, c'est la capitalisation des intérêts, qui ne sont pas payés au fil de l'eau, mais qui sont payés à un terme qui reste à définir selon le contrat de capi ou l'assurance vie. Ce qu'on appelle, dans le jargon technique, j'ai employé un mot compliqué, l'anatosisme. C'est joli. L'anatosisme. L'anatosisme. Pour les amateurs de Scrabble. Voilà, donc l'anatosisme qui est donc la capitalisation des intérêts qui repose sur le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation. Autre point de similitude, les supports financiers au sein desquels on peut investir par ces véhicules. Fonds en euros, donc avec le formidable succès, même s'il y a une lente érosion de la performance de ces fonds en euros, les unités de compte qui reposent sur effectivement des investissements SICAV ou FCP ou voire même SCPI au sein du contrat. Donc que ce soit l'assurance vie ou les contrats de capitalisation, techniquement il est possible d'avoir ces différents moteurs financiers. Si on a décidé de faire un match, c'est parce qu'il y a des choses qui les rapprochent et des choses qui les distinguent. D'abord, les points communs qu'il y a, qu'est-ce qui rapproche finalement, qu'est-ce qui permet d'envisager de la même façon un investissement dans un contrat de capi ou dans une assurance vie? Alors, on a commencé par dire qu'il y avait ce fameux anatosisme, donc capitalisation des intérêts, ce qui offre comme avantage le fait de ne pas appréhender, de ne pas toucher de revenus tant que l'on ne décide pas. C'est-à-dire que l'épargnant a la faculté de choisir le moment où il perçoit des revenus. C'en est fini de la gestion comme nos grands-parents, ils avaient une obligation, par exemple, et ils touchaient le coupon. Mais quand ils touchaient le coupon, ils n'avaient peut-être pas nécessairement besoin de ce revenu. Et bien évidemment, on passait par la case fiscale, si je puis dire, puisque le fisc appréhendait sa dîme, puisque chaque fois qu'on apprend un revenu, on a une taxation. Donc le fait de capitaliser permet de juguler le montant de l'impôt et évidemment de choisir le moment où on va percevoir ou pas les revenus. Ça, c'est le point commun. Au niveau de l'impôt sur le revenu, avec la réforme depuis 2012 de la fiscalité de l'épargne, les seuls produits pour lesquels on peut encore opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu sont l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Alors, vous parliez des PEP, on peut avoir une option PEP aussi dans l'assurance vie. Mais on peut opter pour ce prélèvement forfaitaire qui, dès le début, dès les 4 premières années, est de 35%, entre 4 et 8, 15, et au-delà, 7,5 au-delà d'un abattement de 200 ou de 4 600 euros, selon la situation fiscale. Ça, c'est pour le revenu. Pour les versements, c'est pareil? Pour les versements, alors, bien évidemment, bonne question Cédric. Versement libre, rachat libre. Les bons contrats aujourd'hui qui sont offerts sur la place, que ce soit en assurance vie ou en contrat de capitalisation, bien évidemment, des frais qui sont maîtrisés, pas de frais qui sont au moment où l'on décide de racheter, de retirer l'épargne ou une quote-part de l'épargne que l'on a en compte. Et bien souvent aujourd'hui, en termes de droits d'entrée, ils sont réduits à leur plus simple expression, pour ne pas dire pas existants. On peut estimer en plus qu'avec l'avis du Conseil constitutionnel sur les fameuses enveloppes de capitalisation, etc., ça s'est sacralisé justement au niveau fiscalité, on n'y reviendra pas? Ce qui est sacralisé, c'est le fait que les intérêts qui capitalisent au sein du contrat, intérêts qui sont à la fois des plus-values, à la fois des revenus, des produits, donc on emploie ce vocable pour exprimer l'ensemble des gains, donc capitalisent au sein du contrat, et le Conseil constitutionnel a effectivement estimé, alors en matière d'ISF, que ces gains n'étaient pas à comptabiliser dans le cadre du plafonnement. C'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Mais surtout, il a dit, et notamment pour l'assurance vie, je vous rappelle que l'assurance vie est un contrat qui repose sur un aléa. L'aléa, c'est quoi? Eh bien, cet aléa, c'est la mort. Alors, voilà. Non, pas nécessairement. Donc, il est double. On ne sait pas, au moment où on souscrit un contrat d'assurance vie, s'il se dénouera en cas de décès ou s'il se dénouera en cas de vie. Or, si on peut choisir le moment en cas de vie où on rachète le contrat, on peut, heureusement, jamais choisir le moment où l'on va décéder.
Voilà l'aléa sur lequel repose l'assurance vie. Là, on était dans tout ce qui les rapproche. Il y a des choses qui les séparent radicalement ou on est dans le domaine du détail? On n'est pas nécessairement dans le domaine du détail. Ce qui les distingue, c'est à la fois au niveau juridique le fait que l'assurance vie est un contrat par lequel l'assureur verse une prestation ou au tiers désigné du contrat ou au souscripteur du contrat en cas de retrait. Ce qui n'est pas le cas dans le contrat de capitalisation qui s'inscrit à l'actif de la succession et partant ne permet pas de bénéficier des avantages successoraux en matière d'assurance vie. On sait qu'il y a 3 régimes. Avant 98, complètement exonéré si on avait moins de 70 ans, entre 98 et le 70e anniversaire, et au-delà du 70e anniversaire, avec une fiscalité qui est agréable. Ça, c'est sur l'assurance vie. Donc, avantage fiscal, donc successoral en matière d'assurance vie, ce qui n'est pas le cas pour les contrats de capitalisation qui s'inscrivent à l'actif de la succession. Mais, impôt sur le revenu, similitude, droit de succession, divergence. En matière d'ISF, le contrat d'assurance vie, donc le contrat de capitalisation, pardon, les intérêts qui sont produits ne sont pas taxables. On ne rentre dans l'actif taxable, pardon, à l'ISF que le montant nominal du contrat, c'est-à-dire la somme d'argent qu'on a ou les sommes d'argent qu'on a affectées au contrat. Et les plus-values, les produits, échappent à l'assiette d'imposition de l'ISF. C'est une grande distinction entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation, ce qui peut avoir un intérêt, notamment lorsqu'on souscrit ces contrats pour une durée maximale de 30 ans renouvelable, donc 60 ans, ça nous laisse le temps. Du coup, comment on détermine une stratégie patrimoniale, Benoît Lombard, avec ces deux produits? J'imagine que l'un a peut-être plus d'intérêt à un moment, l'autre à un autre instant. Comment alors là encore, on fait la bascule entre l'un, l'autre? Comment est-ce qu'on les conjugue? Voilà, et c'est une bonne question. Je pense qu'il y a dans le match, on ne va pas donner la conclusion maintenant, mais vous allez vite vous rendre compte que s'il y a des éléments qui les opposent, il y a le grand point commun qui les rapproche, qui est la capitalisation des intérêts. Donc l'assurance vie, bien évidemment, lorsqu'on veut transmettre à un non-parent, puisque les tranches maximales de droits, lorsqu'on a moins de 70 ans, sont de 20 et 31%, alors qu'entre non-parents, on peut être taxé à 60%. Donc bien évidemment, si on veut favoriser, si nous n'avons pas d'héritier en ligne directe, si on veut favoriser un tiers à sa succession, c'est-à-dire pas un héritier présomptif, l'assurance vie remporte, j'allais dire, quasiment haut la main le match. En revanche, dès l'instant où les bénéficiaires du contrat pourraient être des héritiers en ligne directe, des enfants, là on peut s'interroger, notamment depuis la loi de finances de sécurité sociale de 2010, qui taxe les produits du contrat qui n'ont jamais été supportés, les prélèvements sociaux. Donc en gros, les gains sur les unités de compte quand même à 15,5. Donc là on peut s'interroger. La contrat de capitalisation, il gagne en matière d'ISF puisque les produits échappent, mais surtout aussi en matière de stratégie, on peut souscrire un contrat de capitalisation par une personne morale qui serait par exemple un holding, une société civile qui gérerait des disponibilités, peut souscrire ce contrat. Ce qui, bien évidemment, n'est pas possible en matière d'assurance vie car il faut qu'il y ait une tête assurée et on ne peut pas avoir une personne morale tête assurée qui a une durée de vie, bien évidemment, quasi infinie puisque c'est 99 ans renouvelables. La stratégie intelligente pour les contrats de capitalisation, c'est de coupler le contrat de capitalisation, la souscription du contrat, avec une donation et un démembrement de propriété. Donc je peux m'expliquer rapidement. Donation de liquidité aux enfants en démembrement de propriété, souscription commune, monsieur le parent donateur pour l'usufruit qu'il s'est réservé, et les enfants pour la nue propriété. Ce qui permet, au jour de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, donc de faire bénéficier le souscripteur nu propriétaire de la totalité du contrat, et là, sans impôt et sans prélèvements sociaux. Est-ce que tout ça est absolument sans danger, sans risque, ou est-ce qu'il faut faire attention à 2-3 petites choses quand on manipule, on va dire, ces produits, que ce soit l'assurance vie ou le contrat de capi? Alors, la manipulation, comme vous dites, de ces produits, notamment pour le contrat de capitalisation, la souscription d'un contrat en pleine propriété par un souscripteur peut être dangereuse. Et pourquoi? Vous mettez 100 dans un contrat. Le contrat, au jour de vos décès, vaut 200. S'inscrit à l'actif de la succession la valeur de 200. Et pour autant, il recèle 100 de plus-value. Eh bien, ces plus-values ne sont pas purgées. Si jamais le bénéficiaire du contrat, si je puis dire pas le bénéficiaire, l'héritier du contrat, recueille les 200 au jour de la succession et rachète le contrat, eh bien, il aura eu 200 d'assiettes au titre de droit de succession et 100 d'assiettes au titre de la plus-value. Donc le contrat de capi ne purge pas. Donc attention,
pour un contrat de capitalisation, à le privilégier dans le cadre d'une stratégie qui repose sur une donation préalable avec un démembrement de propriété. Ça, c'est le danger du contrat de capitalisation. Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire pour ce match donc entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation. Match arbitré par Benoît Lombard. Merci beaucoup, Benoît, d'être venu nous rejoindre, y compris en ce lundi de Pentecôte, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas là. Hein. On rappelle, les places de Londres, de Francfort ou encore de New York sont fermées aujourd'hui. Le CAC, lui, est en petite baisse de 0,7%.